Ben, commencez peut-être par vous présenter qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites à Développement épais. Bonjour, mon nom est Julie Lapalme, je suis chargée de programme d'aide humanitaire à Développement épais. En fait, jusqu'à tout récemment, j'étais en charge de la recherche et du plaidoyer, puis en septembre, je me suis jointe à l'équipe d'aide humanitaire. Je travaille sur le Liban, la Jordanie, Gaza et aussi l'Irak. Moi, c'est Guy Desaulniers. Je suis à Développement épais depuis 15 ans. J'ai d'abord travaillé au niveau du développement à long terme, les premières années en Afrique des Grands Lacs et en Afrique australe. Et je suis au département de l'aide humanitaire depuis les 3 dernières années et j'en assure la coordination depuis 1 an. Au niveau, en fait, des postes de chargé de programme, ce qu'on fait, l'essence de notre travail, en fait, c'est qu'on supporte des organisations locales qui ont des programmes d'aide humanitaire sur le terrain. Donc, on appuie ces organisations-là en leur donnant un support financier et on les accompagne au niveau de la gestion de projet, dans le déroulement des activités, voir si le projet se passe bien au niveau des rapports qu'ils doivent nous soumettre. Des fois, ils ont besoin d'accompagnement. On va sur le terrain, voir comment les projets se déroulent. On est en contact constant avec les partenaires, puis on doit aussi faire un suivi de la situation sociale, politique des pays dans lesquels on travaille pour voir quels sont les besoins les plus essentiels qui doivent être répondus, s'assurer que nos projets vont vraiment dans cette ligne-là. Moi, de mon côté, j'assure la coordination de l'équipe. On est une équipe de 7 personnes. C'est tout nouveau, hein, l'action humanitaire à Développement épais, avec une telle envergure. Auparavant, si on pense aux 5-6 dernières années, on était peut-être 1 ou 2 personnes. Maintenant, on est 7 personnes qui intervenons donc en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, et aussi également un peu en Amérique latine. Donc, moi, de mon côté, c'est de coordonner le travail de toute cette équipe-là, de s'assurer que, bon, à la fois que les processus de gestion sont mis en place, mais c'est surtout de tenter de développer l'expertise tous ensemble au niveau de toute l'équipe, donc de développer notre expertise au niveau de l'aide humanitaire. Je dirais que notre réponse à la crise syrienne, vraiment, c'est vraiment notre programme au niveau humanitaire qui est le plus important à Développement épais. Donc déjà, en 2011, quand la crise a démarré, on a commencé nos premiers appuis. D'abord en Syrie, en appuyant des tout petits groupes de jeunes qui avaient accepté de rester sur le terrain, de rester donc en Syrie et de ne pas fuir. Donc des groupes de jeunes qui aidaient les populations qui étaient dans le besoin. Donc, à partir de ce moment-là, le programme vraiment a continué de grandir. Donc, on a eu des programmes d'aide humanitaire en Syrie, à la fois dans les zones contrôlées par le gouvernement et dans les zones qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement, ce qui nous a donc permis de toucher toutes les couches de la population et tous les niveaux du conflit que le pays connaissait et connaît toujours. Donc ça, c'est principalement notre action en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut faire donc de manière vraiment un peu plus précise? Par exemple, dans la région d'Alep, on va fournir de l'aide médicale parce que la plupart des hôpitaux ne fonctionnent pas. On va fournir de l'aide médicale à la population qui est là, qui est sous les bombardements, sous les feux des différents belligérants. On va faire des paniers alimentaires pour ceux qui n'ont pas accès à de la nourriture. On a aussi réussi à travailler, et ça, je pense que c'est intéressant de souligner, dans des zones assiégées. Peut-être que vous avez entendu parler au cours des derniers mois, on parlait de certaines zones assiégées, donc des zones complètement entourées par les forces gouvernementales, et il n'y a rien qui rentre dans ces régions-là. Donc, à travers nos contacts sur le terrain, on a réussi à amener de l'aide sur place, c'est-à-dire dans des tunnels qui étaient creusés par la population déplacée. On a fait entrer des semences qui a permis à la population de semer et donc de faire sécher les fruits et légumes et de pouvoir faire des paniers alimentaires pour les plus pauvres de ces régions-là. Donc, on est assez content du travail qu'on a réussi à faire de cette manière-là en Syrie. Pour ce qui est des pays limitrophes, Julie, je vais te laisser continuer. Oui, on intervient aussi dans les pays limitrophes depuis le début de la crise. En fait, ce qui s'est produit, c'est que, évidemment, le conflit a fait en sorte qu'il y a beaucoup de Syriens qui ont dû quitter la Syrie puis qui se sont réfugiés dans les pays avoisinants. Donc, on parle de la Jordanie, du Liban, de la Turquie.
entre autres. Et c'est l'arrivée de ces réfugiés-là, de ces milliers de réfugiés-là, est venue créer une pression énorme sur ces pays-là, qui est donc sur les infrastructures locales, et puis aussi a créé une compétition pour les ressources, que ce soit l'eau, l'électricité, les emplois. Ça a été vraiment, c'est ça, une adaptation importante pour des pays qui sont souvent fragiles eux-mêmes, qui ont parfois déjà connu des guerres civiles comme le Liban, qui a été traversé par une très longue guerre civile, qui a lui-même une population déjà très vulnérable. Donc vient s'ajouter un grand nombre de réfugiés. Et ces réfugiés-là, donc, ont besoin d'accès au système de santé, ont besoin de nourriture, de logement. Et donc, on a développé des projets qui viennent en réponse à certains de ces besoins-là. Par exemple, au Liban, on a un programme important d'aide médicale et d'aide psychosociale. En Jordanie aussi. Au Liban, on travaille aussi au niveau de l'éducation avec les enfants réfugiés. On supporte des organisations de la société civile au niveau de projets de rapprochement, de paix sociale, parce que ça crée des tensions énormes entre la communauté hôte qui accueille les réfugiés et les réfugiés eux-mêmes. Donc, on travaille à ce niveau-là. Et puis, c'est pas sans défi parce que c'est ça. Au Liban en particulier, le gouvernement a décidé de ne pas établir de camp formel dans le pays. Donc, les réfugiés se sont répartis un peu partout à travers le pays et ils vivent dans des logements désaffectés. Parfois, ils louent des terres, des petites parcelles de terre sur un grand terrain agricole pour monter leurs tentes. Donc, offrir des services à cette population-là, c'est beaucoup plus difficile que quand on sait où trouver la population, qu'elle se trouve dans un camp de réfugiés qui est très bien identifié, tout ça. Donc, on travaille avec des organisations qui sont capables de rejoindre les réfugiés un peu partout à travers le pays. C'est peut-être intéressant de préciser qu'une des règles qui nous gouvernent, c'est vraiment de travailler auprès des plus vulnérables. Donc, on ne travaille pas, par exemple, uniquement auprès de la population chrétienne ou auprès des musulmans sunnites ou chiites. On travaille auprès des plus vulnérables. Et je le dis parce que c'est très important. Toute cette région-là est très divisée. Hein. C'est vraiment, il y a un sectarisme très, très, très important. Déjà, au niveau des rites religieux chrétiens, il est divisé en 7 rites. Il y a les musulmans chiites, les musulmans sunnites, il y a les Kurdes, il y a les Druzes, et j'en passe. Donc, nous, on s'assure de servir l'ensemble de la population, les plus vulnérables, et également de pouvoir refléter la diversité de la société à travers les organisations qu'on appuie. Je dis ça dans le sens que dans la plupart des organisations qu'on appuie, les organisations vont être composées d'hommes, de femmes, mais également de musulmans, chiites, sunnites, de chrétiens, de différentes obédiences. On pense qu'en montrant ces modèles-là auprès de la population que l'on sert, on essaie de construire un peu la Syrie de demain en donnant donc des modèles de paix et de réconciliation. Développement épais, la façon dont on travaille, c'est que ce n'est pas nous qui sommes l'agence d'exécution sur le terrain. Nous, par exemple, Julie et moi, on est basé à Montréal. On travaille avec des organisations locales parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de pouvoir atteindre les populations les plus vulnérables et c'est de la meilleure façon de mettre en place des projets qui vont bien répondre à la culture d'un pays, aux besoins d'un pays. Donc, le lien qu'on a avec ces organisations, c'est des liens, ce que nous, on appelle des liens de partenariat. On travaille avec eux, on crée un lien avec eux, eux proposent des projets, on en discute ensemble, on leur donne des financements pour leur permettre d'agir sur le terrain et répondre aux besoins. Concrètement aussi, la situation fait en sorte qu'en Syrie, nous, on ne peut pas aller en Syrie. Compte tenu de l'insécurité qu'il y a sur place, on ne peut pas y aller. On a eu une invitation en septembre prochain et j'étais à 48 heures d'aller mettre les pieds là-bas. Finalement, ça a été annulé parce qu'on se rendait à Damas et il y a eu des bombardements dans la ville qui a rendu impossible le déplacement. Alors donc, c'est beaucoup basé sur des relations de partenariat et donc des relations de confiance parce que ce sont des organisations qui sont sur place et qui mettent en place les projets et qui après nous rendent des comptes.
Au Liban et en Jordanie, par contre, c'est un peu différent, puisque là, on peut aller visiter, on peut aller dans ces pays-là, puis on peut aller visiter les organisations. Oui. Et puis, Développement et Paix est membre du réseau Caritas Internationalis. Donc, comme on est membre de ce réseau-là, on appuie un peu naturellement les Caritas locales qui sont sur le terrain, qui ont déjà une structure, un fonctionnement et puis un personnel local. Donc, elles sont déjà actives. Nous, on les supporte très souvent. Par exemple, c'est le cas au Liban et en Jordanie. Donc, on a des projets importants avec eux. Mais en plus de notre relation avec les Caritas, qui sont comme un partenaire naturel, on va aussi rechercher des organisations de la société civile dont on trouve que les initiatives répondent aux besoins les plus criants des populations vulnérables ou encore sont innovatrices et puis qu'on pense qu'elles sont porteuses pour bâtir la paix. Donc, à ce moment-là, on va aussi supporter ces petites organisations-là à même nos fonds propres pour leur donner la chance de grandir, d'évoluer, puis de devenir des acteurs de la société civile, puis de pouvoir participer au développement, que ce soit de la Syrie de l'après-guerre ou encore même du Liban ou de la Turquie ou de la Jordanie pour le futur. Ouais. Mais moi, je dirais qu'il y a plusieurs obstacles à travailler dans cette région-là. Premièrement, c'est une zone grandement insécure, que ce soit en Turquie, au Liban ou en Jordanie. C'est des régions excessivement volatiles. J'étais en Turquie, moi, au mois de novembre dernier, et je suis passé 2 semaines après le bombardement d'un avion russe par le gouvernement turc, donc dans cette même région-là. Donc, il y avait des mesures de sécurité vraiment très, très importantes qui limitaient un peu les déplacements dans la région. Donc, effectivement, il y a plusieurs obstacles. En Syrie, je dirais que nous, on ne peut pas y aller à cause de la sécurité, à cause de l'insécurité qui règne, mais l'autre difficulté, le principal obstacle qu'on a, je dirais, en Syrie, c'est d'être capable de rejoindre les populations les plus vulnérables. Je pense, par exemple, aux zones contrôlées par l'État islamique, où on le sait à travers différentes sources d'information, la population vit dans des conditions vraiment très, très, très difficiles et il y a un besoin d'aide humanitaire très important. Pourtant, mais malgré cela, à cause de l'insécurité, les organisations avec lesquelles on travaille n'ont pas accès à ces régions-là, laissant donc en pan un nombre vraiment très important de personnes dans des situations très difficiles. Oui, tout à fait. On voit que le droit humanitaire, le droit international humanitaire n'est pas du tout respecté dans le cadre du conflit. Donc, les civils sont des victimes, les gens qui acheminent l'aide sont des victimes. Donc, tout ça est vraiment un défi pour notre travail. Puis, pour ce qui est des pays limitrophes, il y a parfois certains enjeux de sécurité à un niveau beaucoup moins élevé qu'en Syrie, mais par exemple, au Liban, quand on va visiter les projets qui sont situés dans la vallée de la Bekaa, à la frontière avec la Syrie, les partenaires qui nous accompagnent nous disent toujours on prend la décision au jour le jour, on va voir quelle route on prend. Eux, ils sont constamment alimentés en termes de sécurité par des réseaux là, dont le travail est de fournir des informations sur la situation dans le pays. Et puis là, à partir de ces informations-là qu'ils reçoivent au jour ou à l'heure, ils décident de prendre la décision, OK, oui, on y va, on passe par là, non, on n'y va pas aujourd'hui, c'est mieux d'attendre. Donc, oui, tout à fait. En fait, c'est très important pour nous d'accompagner notre travail d'aide humanitaire aussi d'un travail de sensibilisation et de plaidoyer, c'est-à-dire de demande au niveau politique au Canada pour s'assurer qu'on a une action complète au niveau de la crise syrienne. Comme par exemple, tout récemment, il y a à peine 3 semaines, on avait un invité de Syrie qu'on a invité, en fait, un Syrien qui s'est établi au Liban et qui a fondé son organisation au Liban. On l'a invité ici dans le cadre du 5e anniversaire, entre guillemets, de la crise syrienne. On trouvait que c'était vraiment le temps de faire le point puis de se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour
pour faire avancer la situation, pour faire changer les choses. Et donc, on a décidé de développer une campagne de plaidoyer qui était basée sur nos interactions avec les organisations partenaires qu'on appuie en lien avec la crise syrienne. Donc, on les a consultés à savoir quels étaient les principaux enjeux puis les principaux points sur lesquels nous, au Canada, on pourrait agir ou on pourrait demander à notre gouvernement d'agir. Puis à partir de là, on a développé une campagne donc, de plaidoyer avec 3 messages principaux. Un qui est évidemment bon, de privilégier une solution négociée, non militaire, donc pacifique à la crise et que le Canada donc, soit proactif en ce sens-là et en prenant une voie un peu particulière qui serait d'amener la voix de la société civile à la table des négociations, peut-être pas de manière formelle parce qu'il y a des enjeux de sécurité pour les organisations de la société civile qui participent, mais qu'on aille chercher ce point de vue-là, que ce soit par des documents rédigés par les organisations de la société civile, des conférences parallèles, pour que ces acteurs-là puissent donner leur point de vue sur ce qui est nécessaire pour trouver une solution pacifique au conflit et aussi pour rebâtir une Syrie inclusive, plurielle, avec l'ensemble des groupes représentés, incluant les groupes les plus marginalisés, les femmes, etc. Il y avait ce point-là. Il y avait aussi un point où on demandait au gouvernement canadien de favoriser dans son aide internationale ou même dans ses pressions auprès des gouvernements des pays limitrophes la création de projets de développement, en fait, qui permettraient aux réfugiés de gagner leur vie pendant le temps où ils sont réfugiés dans les pays limitrophes, parce que c'est très dur. Ces réfugiés-là n'ont pas le droit de travailler, donc ils sont dépendants de l'aide humanitaire. Ils sont souvent très pauvres, ils sont endettés et c'est une situation qui dure depuis 5 ans. Le conflit n'est pas près de se résoudre. Donc, en créant des opportunités de travail, et non seulement pour les réfugiés syriens, mais aussi pour les populations les plus pauvres des pays hôtes et les autres populations réfugiées, parce que c'est des pays souvent qui accueillent des réfugiés irakiens, des réfugiés soudanais et tout ça. Donc, des projets qui mettraient en commun les ressources humaines de ces populations-là pour qu'ils voient un intérêt à travailler ensemble, que les tensions se réduisent et puis qu'ils puissent gagner leur vie. Ça, c'était une demande qui est revenue de la part de nos partenaires comme étant très importante. Donc, on l'a mis de l'avant dans notre campagne de plaidoyer. On avait également une demande au niveau du respect du droit international humanitaire parce que, comme on l'a dit plus tôt, c'est ça, il faut assurer le respect du droit international humanitaire pour que les populations les plus vulnérables puissent avoir accès à un minimum soit de soins ou de protection. Alors c'était nos demandes. Puis, donc, avec notre invité qui est syrien, on a rencontré différents représentants, en fait, différents députés, membres du Parlement. On est allé les rencontrer, on leur a présenté à la fois le travail de notre partenaire et nos points de plaidoyer. On a rencontré des membres du Comité permanent des affaires étrangères du gouvernement canadien. Donc, on parle des personnes qui ont le plus de pouvoir pour agir, c'est ça, pour faire pression sur le gouvernement, pour pousser nos points de plaidoyer le plus loin possible. Puis on a aussi fait en sorte que notre invité rencontre des médias pour sensibiliser le grand public à la situation sur le terrain. Et on en a profité aussi pour remercier certains de nos donateurs qui ont été particulièrement présents sur la crise syrienne. Donc c'est ça, le volet canadien est très important parce que ça prend une prise de conscience là, à la fois au niveau du politique et à la fois au niveau de la population en général. As-tu quelque chose à... Je pense que cet exemple-là, dans cette campagne-là de plaidoyer, nous permet de mettre en relief le travail de développement et paix, qui n'est pas juste une action humanitaire à court terme sur le terrain. Parce que, bon, on le sait, il faut y répondre, les gens vivent dans des situations vraiment très difficiles. Mais on sait que ça, ce n'est pas la solution. On sait qu'il faut avoir aussi une approche à long terme. Donc, penser au développement à long terme dans ces pays-là et faire en sorte aussi de changer les politiques des gouvernements
ici, par exemple, parce que c'est le gouvernement canadien, celui qui nous concerne, parce que nos gouvernements contribuent souvent aux crises, à alimenter les crises. Et dans le cas de la Syrie, c'est un exemple vraiment assez important. Quand on pense, par exemple, à l'intervention américaine en Irak en 2003, qui a fourni en armes, tu sais, c'est comme des groupes là, vraiment très importants qui, aujourd'hui, continuent de combattre sur le terrain. Donc, on pense que le changement de politique ici est un gage de changement dans les pratiques de développement, puis un changement plus durable sur le terrain. Oui, tout à fait. On a une pétition qui est encore disponible sur notre site web qu'on avait développée même avant de bâtir cette campagne de plaidoyer-là. Donc, ça fait un moment déjà qu'on essaye de travailler aussi au niveau de ces causes plus structurelles-là. Donc, les gens peuvent aller sur notre site, signer la pétition. Et aussi, je crois qu'il va y avoir un guide de plaidoyer qui va être bientôt disponible. Et parmi les points qu'on peut aborder avec sa personne députée, il y aura la crise syrienne. Donc, les personnes peuvent consulter le guide, s'inspirer du guide et demander une rencontre avec leur élu, puis faire valoir les différents points mis de l'avant par Développement et Paix. Évidemment, il y a d'autres façons aussi de s'impliquer. C'est ça qui dépasse le travail de Développement et Paix, entre autres dans l'accueil des réfugiés ici même, au Canada. Et puis... Voilà, moi, je dirais que un élément très important, c'est de se renseigner, c'est de comprendre la situation. Une fois qu'on a compris la situation, après, on peut revendiquer, on peut poser des questions à nos élus et à nos responsables. Puis là, il y a différents canaux. On peut le faire à travers Développement et Paix, on peut le faire à travers d'autres organisations, mais c'est d'abord donc se renseigner sur les événements pour essayer d'avoir un point de vue un peu critique des politiques qu'on peut entendre. Je dirais que vraiment notre intervention dans la crise syrienne, c'est l'intervention la plus importante de Développement et Paix qu'on a eue depuis le début de notre existence là, en 1967. Je pense que notre travail en Syrie, le fait d'être en mesure de travailler à la fois dans les zones non contrôlées par le gouvernement et dans les zones contrôlées par le gouvernement, nous a donné vraiment une grande force et une grande connaissance de la situation sur le terrain. Si j'avais à parler, moi, d'une expérience, une expérience vraiment marquante, en tout cas au niveau personnel, par rapport à la crise syrienne, c'est vraiment les gens qu'on rencontre sur le terrain. Parce qu'on parle beaucoup des obstacles. C'est des obstacles à rendre l'aide, des obstacles à travailler dans des situations tellement difficiles. Mais on réalise aussi qu'on rencontre des gens absolument extraordinaires. On rencontre des gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont des bacs universitaires, des maîtrises, des gens vraiment brillants, qui auraient la chance d'aller en Europe, qui auraient la chance de pouvoir venir au Canada pour se construire une vie vraiment plus facile. Mais tu rencontres des gens tellement dédiés qu'ils acceptent de rester en Syrie, travailler pour les leurs, travailler pour les Syriens, travailler pour une Syrie meilleure, malgré toute la situation là. Donc pour moi, c'est d'abord et avant tout une grande chance puis un grand privilège de rencontrer ces personnes-là. J'ai souvent l'impression d'en recevoir beaucoup plus que ce qu'on peut donner. Oui, tout à fait. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est de voir des personnes, par exemple, qui auraient tout pour se replier sur elles-mêmes dans le sens où elles ont connu parfois des conflits qui les ont affectées, des conflits interconfessionnels. Elles pourraient se replier sur leur confession. Mais au contraire, avec l'arrivée des réfugiés syriens, ben, elles vont vers des gens de confessions différentes qui ont été parfois les personnes qui les ont agressés il y a longtemps ou qui les ont opprimés. Puis elles disent, non, mais moi, je veux pas perpétuer ce cercle-là, puis je vais aider ces personnes-là. Puis après tout, c'est des personnes humaines comme toi et moi. Et puis ça c'est vraiment, vraiment touchant de voir...
C'est un Syrien qui me disait d'ailleurs que si on a trouvé quelque chose de positif à ce conflit-là, c'est le fait que le conflit a réussi à abaisser certaines barrières. Je disais que c'est très divisé, c'est très sectaire, mais le fait de vivre dans une telle condition a obligé les différentes communautés à aller vers les autres et donc à apprendre à connaître l'autre. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra construire là, une Syrie un peu plus en paix pour la suite. Là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, mais on vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre travail, puis à la crise syrienne en particulier. Puis, comme le disait mon collègue Guy, mais continuez à vous informer, puis développer votre propre point de vue critique. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis, à partir de là, vous allez avoir plein d'idées, puis plein de pistes d'initiatives à prendre pour améliorer les choses. Merci beaucoup. Merci.